pas longtemps de ce côté-là. Je voulais juste faire un petit mot d'introduction, d'accueil de la part de la librairie pour vous remercier toutes et tous d'être là aussi nombreux. C'est un événement pour nous à plusieurs titres. Déjà parce que PNAR est avec nous, parce qu'elle est avec nous pour une présentation autour de ce texte-là, Lever la tête, qui est un texte important, qu'il me semble tellement étonnant, tellement fou qu'on n'ait pas eu l'occasion de le lire, et tellement important qu'on puisse le lire enfin. Voilà, et c'est un événement, je dois mentionner et remercier l'association Libraires du Sud, qui est une association régionale qui facilite la venue de PNAR à Forcalquier aujourd'hui. Parce que je fais une tournée de présentation de ce livre, et donc c'est une association qui est importante pour les librairies, pour les auteurs, pour les éditeurs. Et c'est aussi un événement, ça vous l'avez compris, parce que Marie-Aube revient ce soir. On l'a applaudi. Voilà, pour nous faire la joie, le plaisir, le bonheur. Merci d'avoir préparé cet échange avec PNAR. Voilà, c'est une collaboration, une entente qui dure entre vous depuis très longtemps. C'est pas la première rencontre que vous faites ensemble à la librairie. Non. Et voilà, on a hâte de t'entendre. Et merci PNAR d'être là. Merci à vous et bonne rencontre. Merci Aurélie pour cette belle introduction et merci à tout le monde d'être là. J'ai proposé à PNAR de faire cette rencontre en lui demandant d'intervenir sur différents thèmes. Mais, non, elle ne m'a pas dit lesquels. Non. Je vais être interrogée. Mais je lui ai proposé, elle a accepté que je le fasse en vous lisant des petits extraits à chaque fois que je veux lui poser une question sur la thématique de cette question. Avant ça, je veux vous dire quand même que c'est un livre extrêmement riche, important à plein de titres, et qu'on n'aura pas le temps de tout balayer ce soir. Donc vous n'avez plus qu'à l'acheter après pour le lire. Voilà, ça c'est dit. Toujours. Je suis plus libraire, mais quand même, j'ai encore les vieux réflexes. Non, mais en vrai, c'est vraiment un livre. Je l'ai lu une première fois, puis je l'ai relu pour préparer la rencontre. Et ça m'a encore plus frappé à la deuxième lecture à quel point il est riche de thématiques diverses, de styles très variés. On y reviendra. Donc pour commencer, je vais vous lire le tout début. Donc à la fois une partie de l'exergue qui a été fait, que tu as choisi de mettre, parce que c'est un extrait d'un livre de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Bon, ça concerne mai 68, mais en fait, ça peut concerner bien d'autres événements. Et c'est très parlant par rapport à ce que tu as vécu à ce livre. L'événement lui-même a beau être ancien, il ne se laisse pas dépasser. Il est ouverture de possible. Il passe à l'intérieur des individus autant que dans l'épaisseur d'une société. Et puis un tout petit morceau du prologue. Depuis quelques mois, je vis une expérience renversante, poignante. Elle n'est ni amoureuse ni amicale. Je sens des choses qui se cassent, qui saignent énormément, qui crient à l'intérieur de moi, mais sans être pour autant une expérience corporelle. N'attendez pas un roman policier ou un conte de fées. J'ai ouvert les pages de ma recherche disparue, sans l'avoir retrouvée. Je ne l'ai jamais retrouvée. Je parle de ma recherche sociologique sur le mouvement kurde. La recherche dont on m'a dépossédée, qu'on m'a arrachée et qui a disparu. J'ai découvert le plus tragique de cette histoire, son effacement de ma mémoire. Alors, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est comment ça a démarré pour toi, cette histoire? Parce que, comme tu le dis à plusieurs reprises, c'est une enquête sociologique qui date, que tu as faite entre 1993 et 1995. Donc, non, 95 et 98, pardon. Ouais. Et donc, elle n'était jamais parue. Et tu expliques à plusieurs reprises dans le livre que tu n'as pas réussi à la publiciser, à la montrer jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça déclenche cette écriture? Première question. Bonsoir les amis. Je vais vous dire, Marie-Aube le sait bien, pour moi ce n'est pas un livre.
Moi, j'ai plein de livres et je les aime beaucoup. Mais ça, c'est pas un livre pour moi. C'est une action. Et c'est une action de justice, de réparation de beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison-là que il n'est pas publié de ma maison d'édition, mais je l'ai fait publier à l'université. Donc c'est l'université qui l'a publié, parce que moi, c'était très important qu'une recherche criminalisée soit reconnue. Et c'était une signe, un truc à l'État turc, voilà, je ne sais pas comment vous dire, voilà, un pied de nez. Et donc, peut-être tout le monde ne connaît pas l'histoire, je vais dire très rapidement, si tu me permets. Absolument. Et donc, 95 et 98, j'ai fait une... C'était 95, c'était une période de guerre intense en Turquie. Et on va revenir après sur lever la tête, mais de 89-93, c'était une période de Sarıldan. Sarıldan, ça veut dire lever la tête. Les Kurdes bougeaient, mais des centaines de milliers de personnes. Sarıldan, la traduction littéraire, c'est lever la tête. Mais la traduction créative, vraie traduction, c'est soulèvement. Donc les Kurdes se soulevaient partout en Turquie. C'était incroyable. Et après, il y avait une répression très meurtrière. Vraiment, dans chaque manifestation, il y avait 30 morts, 40 morts, 50 morts, beaucoup de morts. Et tous les villages étaient désertés, brûlés. 6000 villages dans une année étaient brûlés. Donc tout était en train de changer. Et 95, quand j'ai décidé de faire cette recherche, c'était en plein de destruction de la population, de leur espace. Et je me suis dit, moi, parce qu'aujourd'hui, comme le monde brûle, comme il y a beaucoup de choses, je me demande quelquefois, est-ce qu'il y a un sens de publier un livre que j'ai fait sur les Kurdes il y a longtemps, etc. Mais je dis oui, parce qu'à cette période, on parlait, c'était les émotions qui étaient en place, et on ne voulait pas qu'on réfléchisse. Et moi, on parlait des Kurdes, du mouvement kurde, comme, comment dire, comme des, j'oublie toujours, le devil, le Satan, le diable. Donc le diable, le terroriste, etc. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas plier devant cette folie. Donc je vais vraiment réfléchir et comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait cette recherche, donc j'ai découvert beaucoup de choses qu'on va en parler après. Et après, quand j'ai réuni tout, j'ai commencé à mettre en place toutes mes analyses. Et j'ai mis tout sous la table, tout ce que j'ai trouvé. La table est cassée. Donc ils m'ont pris et je suis tombée par terre aussi avec mes matériaux. Et après, la police m'a dit, tu nous donnes ta recherche, donc on l'a pris déjà, mais tu ne parles pas, tu sors, tu ne parles pas, tu dis, je continue à écrire, mais tu ne publies jamais, et tu traînes, et tu nous donnes les noms des personnes que tu as interviewées. On va en revenir peut-être. Donc j'ai dit non, et tout le procès a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ai pas besoin de vous raconter. Et toujours, je parlais de ma recherche dans les procès. Je n'ai pas répondu à leurs accusations, j'ai parlé de ma recherche. Mais je n'ai jamais ni pensé, ni raconté ce que j'ai vécu sur le terrain. Jamais. Après, j'étais dans la prison 2 ans et demi avec plein de Kurdes. Et je pouvais discuter avec ces personnes-là. Je n'ai pas discuté. J'ai intérêt. Et il y a 1 an et demi, je crois, j'étais dans le train de Paris-Nice pour une intervention. Et dans le train, tout d'un coup, il y avait une sorte de révélation que je me suis rendu compte que la recherche était effacée dans ma tête. Et j'ai commencé à écrire. Et je voulais vous lire cette petite partie, si vous
Ou si tu peux lire. Je sais pas où c'est. Je sais pas. Tu as lu ça? Oui, ça c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. La fin. Pourquoi? Voilà. Pourquoi maintenant? Comment se fait-il que je m'en sois rendu compte soudainement après 27 ans? Me rendre compte de ma recherche blessée en moi. Puisque rien ne tombe du ciel, comment s'est produite cette révélation? Je suis vraiment étonnée, profondément étonnée. Et c'est ce profond étonnement qui me procure la force d'écrire. J'écris pour découvrir et pour me débarrasser du désarroi. Je vais me découvrir en écrivant. Je l'écrirai, vous le lirez, nous le découvrirons ensemble. Et je l'ai écrit dans le train. Et je suis rentrée avec cet étonnement, donc j'ai commencé à écrire. Et tout d'un coup, j'ai commencé un travail énorme. Et j'ai lu un peu Germaine Tillon, comment elle avait fait pour rappeler. Donc j'ai dit que moi, je n'avais pas de mes matériaux. Je n'avais pas de matériaux. J'avais des carnets et des disquettes à l'époque. Tout était pris. Et donc, comment je vais vraiment sortir de ça? Donc, Mario a parlé de l'étonnement. Donc, j'étais étonnée. Pourquoi je n'avais même pas pensé que je n'avais pas fait. Et très vite, en me rappelant, en réfléchissant, j'ai trouvé la réponse. Tout au début. Parce que durant la torture, j'avais imprimé tout dans moi. Et c'était je sais pas, je l'ai découvert très rapidement que pour résister, je suis devenue ma recherche. Ma recherche est entrée en moi. Et quand je l'ai découvert, j'ai continué à écrire. J'ai dit que d'accord, maintenant j'ai compris pourquoi je n'ai pas fait jusqu'à ce moment-là. Mais là, j'ai compris une autre chose. Et il y avait une autre motivation qui a pris la place. J'ai dit que moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis des personnes qui m'ont confié leur expérience. Je les avais protégées parce que j'ai fait en Turquie, dans un pays vraiment très répressif, il y a des protocoles que tu dois suivre. Par exemple, quand tu fais un entretien, quand il y a des cassettes, tu dois le transcrire tout de suite, pas demain, pas après-demain, et détruire les cassettes. C'est un principe très important. Et je ne l'avais jamais... je l'avais toujours fait. Je n'ai jamais dit que je vais faire demain, après-demain. J'ai fait toujours... Donc j'ai suivi tout ce qu'il fallait faire. Et après, j'ai résisté à la torture. Mais, donc je ne suis pas coupable de cette histoire, bien évidemment. Mais j'ai une responsabilité parce que je suis une fille d'avocate, je suis turque, je ne sais pas, même si mon père était en prison 5 ans, j'ai grandi devant les prisons. Mais j'avais une confiance en moi énorme. Et je disais que ça ne m'a pas m'arriver quelque chose. Et je parlais à tout le monde que je faisais cette recherche. Je ne cachais pas ce que je faisais. Je pourrais faire un peu plus attention pour protéger les expériences que les personnes m'ont racontées. Parce que j'avais fait plus de 60 entretiens, des milliers de pages. Et je les ai tous perdus. Et donc, après, j'ai dit que c'est avec cette responsabilité que je dois travailler. Et j'ai travaillé à peu près 6 mois, pas dormir plus que 3 heures. Et c'était une expérience renversante, poignante, comme elle a lu. Parce que en même temps, mes matériaux n'appartenaient pas seulement au terrain. Donc c'est pas une restitution classique. Parce que déjà les matériaux n'existent plus. Donc j'utilise ma mémoire comme un puits, je me penche et je sors quelques phrases. Et je les écris, je réfléchis, et je discute avec Germaine Tillon, Lévi-Strauss, ce qu'ils ont fait déjà, etc. Mais voilà. Et
Et à la fin, j'ai fini. Voilà. Je voulais dire une autre chose, mais ça m'a ému. Donc vous aurez compris que ce livre, il est né dans la douleur quelque part, mais aussi dans une vraie volonté de... Je me souviens du courrier que tu nous avais adressé après une des audiences à Istanbul, qui disait que tu voulais reprendre le pouvoir, que tu voulais plus seulement te défendre dans ces procès, mais que tu voulais aussi reprendre le pouvoir et publier cette recherche, et aussi l'histoire de cette recherche. Donc vous aurez compris que ce livre, il est très hybride, il est extrêmement riche, mais il est aussi... c'est pas un essai de sociologie, mais ça l'est aussi. C'est pas un récit d'une enquête personnelle, mais ça l'est aussi. Il y a des styles aussi très différents. Parfois, dans certaines parties plus savantes, tu cites des auteurs reconnus, sociologues, Bourdieu, James Scott, Goffman, des philosophes comme Hadot, tu as parlé de Germaine Tillon, à un autre moment tu parles de Jeanne Favre-Sada. Bref, il y a des passages qui sont entre guillemets savants, mais il y a aussi des choses très poétiques, des images et des métaphores extrêmement poétiques. En fait, voilà, c'est pour ça que ce livre est très beau et très émouvant, et en même temps très intéressant, qui nous apprend beaucoup de choses. Et je pense que, comme tu dis, ce n'est pas inintéressant de le publier aujourd'hui, pour toutes les raisons que tu as indiquées, mais aussi parce que ça nous parle de ce qui se passe aujourd'hui dans plein d'endroits, en fait. Hein. Et c'est vrai que le titre, il est très beau, parce qu'il est inspiré de ce mot kurde que tu as cité, là, Serelna. Et les titres de chapitres sont aussi très beaux. Donc moi, quand j'ai préparé cette rencontre, je me suis... j'ai pas fait comme d'habitude. J'ai suivi la chronologie du texte. J'ai pris les chapitres un après l'autre. Mais rassurez-vous, on ne va pas les décrypter tous parce qu'on n'aura pas le temps. Et puis tu as déjà répondu à pas mal de choses que je t'aurais posées plus tard. Donc on va continuer. La première partie, donc c'est au bord du puits, elle s'appelle. C'est bien ce que tu as décrit. Peut-être je voulais ajouter quelque chose que j'ai oublié tout à l'heure. Oublié. Donc comme c'est pas une restitution classique des matériaux, c'est pas possible. Donc moi j'ai décidé de mobiliser ma capacité littéraire. Et je me suis dit, moi je fais partie de la recherche, donc je peux objectiver aussi mon expérience, parce que mon expérience maintenant ça devient une expérience collective, ça fait partie de... Et donc ce que j'ai fait, quand je me souviens d'un entretien, je l'ai écrit d'une façon différente. Donc vous voyez dans le livre. Et quand je me souviens mes notes à l'époque de Pınar de 25 ans, ou 27 ans, 26 ans, et je le mets dans une autre forme. Et la Pınar de maintenant, qui est un peu plus de 50 ans, elle apparaît aussi. Donc ça devient une rencontre entre les deux chercheuses, qui a l'une elle est plus jeune, l'autre elle est plus... mais sans rien cacher. Sans rien cacher, on voit ces dialogues entre le temps. Voilà, c'est ça que j'ai essayé de faire. Avec des passages en typographie différente selon ce que c'est. Oui. Ouais. On va parler un peu de la méthodologie. Et pour ça, je vais vous lire un petit passage du premier chapitre, Oser enquêter. Avec ce que ça comporte de difficulté d'enquêter, de faire une enquête sociologique sur les Kurdes en Turquie, à une époque où, après le coup d'État militaire de 1980, c'était très tendu, comme tu disais, il y avait une guerre. Le moment de ton enquête, c'était le climax de la guerre contre la guérilla turque, kurde, par l'État turc, et du coup, ça demande certaines précautions que tu as nommées, mais aussi... Bon, je vais lire le passage, comme ça vous allez comprendre ce que je veux lui demander. J'étais jeune, mais j'avais de l'expérience. Je m'étais déjà penchée sur des sujets considérés comme marginaux dans le cadre de questionnements sur les violences et les rapports de pouvoir. Me confrontant aux difficultés du terrain, j'avais peu à peu construit mon propre positionnement méthodologique. La rencontre avec d'autres réalités a révélé en moi des zones encore inexplorées. En m'ouvrant à des existences éloignées de la mienne, la recherche a transformé mes cadres de pensée, mis en lumière mes privilèges et redéfini les contours de ma socialisation.
Mais surtout, elle m'a montré d'autres formes d'intelligence, d'autres sensibilités qui ont reconstruit mes repères et transformé ma manière d'être en relation avec le monde. L'expérience, oui, je l'avais, du moins je le croyais. J'ai finalement défini ma problématique autour de la circulation socio-culturelle, historique et politique de cette organisation. Donc tu parles du PKK. PKK. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de comment ça m'a fait penser personnellement ce passage à ton autre livre qui est incroyable parce qu'ils sont arméniens, où justement tu décris aussi comment tu as pu évoluer de ton point de vue de départ de jeune fille turque d'un milieu plutôt aisé, culturellement élevé, et qui ne comprenait pas pourquoi les Arméniens étaient si silencieux, si en retrait, etc. Et que, en cherchant à comprendre, tu as aussi changé de positionnement, notamment par rapport à ce que tu appelles tes privilèges. Voilà, je veux bien que tu développes un peu cette idée. Bien évidemment, moi je le dis maintenant. À l'époque, j'étais en train de voir. Tout ce que je voyais, peut-être que je ne comprenais pas très bien. Mais je voulais dire que j'ai réfléchi parce que moi je suis allée au Kurdistan première fois en 92. 92, c'était l'époque de Serhildan. Donc quand je dis Serhildan, vous comprenez le soulèvement. Mais lever la tête aussi, voilà. Serhildan, et il y avait partout des Serhildan, mais en général dans les télévisions, l'État turc parlait des terroristes, etc. Mais je voyais des milliers de personnes, et quand j'étais à l'université, première classe, donc je me suis approchée aux Kurdes, aux étudiants kurdes, et après j'ai senti qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Ils parlaient kurde entre eux, ils parlaient d'autres réalités que je ne comprenais pas, et ils m'ont invité chez eux. Et chez eux. Et je suis allée, je me souviens, 92 été. Et là, c'était incroyable. Parce que mes amis qui étaient à Ankara, Istanbul, avec les jeans, tout ça, là, ils étaient habillés différemment. Et ils m'ont dit qu'aujourd'hui, on est très embêtés. Parce que dans le village, il y a le dengbej. Dengbej, je parle beaucoup dans mon livre. Dengbej, ça veut dire troubadour. Et le troubadour va jouer un rôle extraordinaire. Et moi, je vais là-bas, et je vais toutes ces séances cachées des personnes. Donc, le troubadour raconte toute l'histoire, qu'est-ce qui se passe. Et il reste 4-5 jours. Et je vois que les troubadours, donc des dengbej, ne sont pas comme les troubadours européens. C'est des gens qui sont habillés, nourris, pas la population, c'est comme des sages, et tout le monde les adore. Ils promènent toujours, ils n'ont pas de maison. Et donc j'ai compris tout ça, et quand j'étais là, tout le monde a commencé à pleurer. Dans une salle fermée comme ça, et les femmes faisaient comme ça, etc. Donc j'ai compris qu'il y a une autre histoire que je ne sais pas. Et de 2012-2015, j'ai fait d'autres choses aussi, mais tous ces questionnements, c'est approfondi dans ma tête. Et à la fin, j'ai décidé de faire une recherche. Après, quand je suis sur le terrain, je vais trouver d'autres choses aussi dedans. Mais au début, j'ai dit que comment c'est possible, comment 3-4 jeunes révolutionnaires qui étaient dans le mouvement révolutionnaire turc, qui vont dans le village pour faire une révolution, pour faire commencer les révolutions en Turquie, au Kurdistan. Donc c'est des gens, comment ils arrivent à mobiliser tant de personnes? Et c'était ça ma question. Et j'ai décidé de ne pas faire une recherche sur le PKK. Alors je ne dis pas PKK, parce qu'en Turquie, il y a un très grand enjeu là-dessus. En kurde, c'est PKK. On le lit PKK. Et c'est interdit en Turquie. Aujourd'hui, ça change un peu, mais longtemps, c'était interdit de dire PKK. Quand vous dites PKK, c'était une preuve que vous étiez membre. Mais aujourd'hui, quand vous rencontrez une progressiste turque, il va dire PKK. Ouais, elle va dire PKK, parce que les Kurdes ont fait accepter. Mais l'État turc a imposé pour qu'on dise PKK, parce qu'il y a caca dedans.
Mais c'est vraiment, en Turquie, c'est un enjeu assez important. Donc, quand je rencontre quelqu'un et il dit PKK, je comprends qu'il est nationaliste. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc, moi, j'ai décidé, pour revenir à ta question, j'ai décidé de ne pas faire une sociologie de PKK. J'ai décidé de ne pas faire une sociologie de l'organisation. Parce que j'étais très antimilitariste. J'étais antimilitariste. Et j'étais anarchiste, j'avais beaucoup a priori, disons. Et en tant qu'une Turque qui ne parle pas kurde et qui ne connaît pas toute l'histoire, qui ne connaît pas beaucoup de choses, je ne voulais pas être dans le jugement. Et je ne voulais pas être dans le jugement facile et je ne voulais pas répéter les choses. Donc, j'ai dit que c'est ta place, j'étais encore très jeune aussi. Donc, j'ai dit que je vais vraiment faire une immersion dans le contexte où cette organisation s'est développée. Donc, je vais comprendre le contexte et toutes les ressources culturelles, sociales, historiques qui sont en train de vivre aujourd'hui. Et c'est là que je veux comprendre. Peut-être ça ne m'a pas expliqué toute la réalité multidimensionnelle, mais je veux mettre une lumière sur une dimension qui est importante, qui est sociale. Et là, j'ai commencé d'abord avec les familles de mes amis, mais j'avais une capacité, parce que j'avais vécu dans les rues, j'avais une capacité sociale de pouvoir... voilà, et j'avais appris kurde, pas bien, mais voilà. Et bien évidemment, comme tous les opprimés, les Kurdes aussi, quand vous parlez 3 mots kurdes, ils sont très contents. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pas bien, mais moi ça me dérangeait, j'essayais d'apprendre un peu plus, etc. Et donc j'ai resté beaucoup de temps, 3 ans et demi, dans les villages. Et c'était une période, comme je le redis, où les villages étaient détruits par l'État turc. Et il y avait une organisation qui a été créée qui s'appelait Hizbullah. C'est pas Hizbullah à Liban, c'est une autre Hizbullah. C'est pas chiite, etc. C'est une Hizbullah, les Kurdes disaient Hizb Kontra. Et c'était créé par l'État turc. Et ils étaient légaux, ils avaient des associations, ils faisaient le service social, etc., autour des villages vidés, etc. Et l'État turc a aussi imposé aux Kurdes de prendre les armes contre le PKK. Et quand les Kurdes une partie disait non, ils devraient quitter le terrain. Et voilà, c'était dans cette temps. Et aussi, il y avait des familles qui avaient aussi des liens depuis longtemps, des grandes familles riches, qui avaient participé au génocide des Arméniens à l'époque, ils avaient des liens toujours avec l'État. Ils ont pris les armes, comme les Azakis un peu. Ils ont pris les armes, et comme ils ont pris les armes, ils ont dit que moi je veux cette terre, donc ils sont devenus un peu les dictateurs de cette zone, avec les armes de l'État. Ils étaient payés par l'État. Donc moi, quand j'ai fait cette recherche, c'était cette période-là. Et vraiment, je ne sais pas, j'ai trouvé la possibilité, c'est la magie du social, c'est la magie des liens sociaux, je pense. On m'a tenu par la main. Et le fait que mon père était connu en Turquie en tant que une personne militante de droits humains, qui était en prison, qui était avocat de tout le monde sans demander de l'argent, voilà. On savait que même si j'étais turque, je ne travaille pas avec l'État turc. Donc, il y avait une petite confiance aussi, mais une peur aussi, parce que j'étais jeune, voilà. Mais quand même, ils m'ont pris par la main et on a dit que tu peux aller sur ces villages, on connaît telle personne. Et de lien en lien, boule de neige, je suis allée partout, 3 ans et demi, pour vraiment comprendre des choses. Et est-ce que je peux dire ce que j'ai compris au début? Bien sûr. Alors au début, parce que si tu as des questions, je ne veux pas attendre. C'est pas grave, si tu réponds à l'avance, je ne te les poserai pas. Comme ça, on gagne le temps. Au début, quand j'étais allée, c'était les premiers jours ou les premières semaines, il y avait une femme un peu âgée qui m'a dit tu sais, ma fille, il faut bien cacher les trésors.
Les bandits sont partout. Alors moi, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire le trésor? Ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Trésor. Et après, j'ai conceptualisé le terme trésor à ma manière. J'ai dit que le trésor pour les Kurdes... Ah, j'ai oublié de vous dire, pardon, avant. Le mot kurde était interdit. Alors, ce n'est pas le cas pour les Arméniens, ce n'est pas le cas pour les Grecs, les Juifs en Turquie. Alors, les Juifs, les Grecs, les Arméniens, surtout les Arméniens, sont des ennemis antérieurs, sont très, très, très méchantes. Mais ils existent. Les RSTP, des méchants qui sont des collabos. On parle des Arméniens comme méchants, mais ils existent. Mais pour les Kurdes, ils n'existent pas. Donc le mot kurde, ça vous mettait en prison. Il y avait un premier ministre à l'époque qui disait, mais vraiment, très, très... Il disait, vous savez, il parle des Kurdes, les ennemis. Mais les Kurdes n'existent pas. C'est les Turcs de montagne. Et quand dans les montagnes, il y a de la neige, ça fait carte courte. C'est pour cela qu'on les dit Kurdes. Il a dit ça, mais un premier ministre. Après, il est devenu président aussi. Mais voilà, c'était dans ce contexte-là. Donc, la langue kurde était interdite. Tout était interdit par rapport aux Kurdes. Mais je vais dans les villages, dans cette période, et j'étais très jeune aussi, et je vois qu'il y a plein de personnes qui ne parlent pas turc. Ils ne parlent pas turc. C'est incroyable. J'ai dit, mais comment c'est arrivé qu'il y a le trésor, caché le trésor, ils ont vraiment réussi à garder leur culture. Et donc, à travers... Pardon? Oui. Et à travers ça, j'ai commencé à voir que le Dingbej que j'avais vu, par exemple, avait joué, donc le troubadour, avait joué un rôle extraordinaire. La musique et la danse. Les Kurdes, comme ils ne pouvaient pas parler, ils avaient... et aussi la structure sociale. C'est des tribus, mais les tribus très communautaires, qui discutent entre eux, qui sont pas des... Quand on dit tribus, ça nous paraît un peu archaïque, etc. Mais c'est plus que archaïque, c'est vraiment... on vit comme dans une communauté. Et dans ces familles élargies, disons, c'est dans le privé qui continue, voilà, la culture transmet. Et la danse est très importante, la musique est très importante, et le quotidien est très important. Donc j'ai tout noté. Et après, donc en même temps, en se souvenant, c'était difficile, mais par exemple, je me souviens, je vais dans des villages, il y a des personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Et après, je vais dans un autre village, je trouve, ça m'intrigue. Dans ce village, il y a 15 personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Là, il y a 20 personnes. Là, il y a 30 personnes. Plein de personnes qui n'ont pas de carte d'identité. Donc, j'écris dans mon carnet, Petit Istanbuliote, qui dit « Waouh, on est 20e siècle quand même. » À l'époque, c'était 20e siècle. On était 20e siècle quand même. C'est quoi comment on ne peut pas avoir les cartes d'identité? Après, je vais comprendre que c'est une forme de résistance. Mais quand je me souviens ça, donc chez moi, les nuits, quand j'écris, ou quand je me souviens, tout d'un coup, je me vois attachée dans le mur, et je sens le cigarette, et qui me dit « Quel village, putain !» Et donc, vous voyez, quand je me souviens quelque chose du terrain, donc le matériau, il est aussi sali par cette histoire. Et donc, à la fin, j'ai compris quelque chose, donc, durant cette recherche, que les Kurdes ont utilisé les formes de résistance informelles, culturelles et sociales, et qu'ils ont bien su cacher. Et donc j'ai utilisé un peu le terme de James Scott, le texte caché. Il y avait le texte caché partout. Et de façon très intéressante, par exemple, un monsieur qui me disait, voilà, quand tu danses comme ça dans une fête de mariage, tu fais ces pas, ça veut dire que c'est les guérillas. Ah. Mais tout le monde comprend. Donc les Kurdes comprennent, mais les Turcs ne comprennent pas. Et quand on fait ça, on fait ensemble les guérillas.
dans les fêtes. Donc juste avec les rythmes ou les formes de... Et donc, il y a ça. Et après, on me raconte, par exemple, il y avait le radio de Yerevan dans les années 50, 60, 70, et le radio de Géorgie. 1 heure par semaine. Toute la famille se réunit, les enfants, pour écouter ça. Parce que là-bas, il y avait un Kurde, pardon, j'ai oublié. Un Kurde, donc il y avait des Kurdes là-bas, et ils avaient le droit d'avoir 1 heure de radio, et ils avaient des antennes, et ils écoutaient ça. Après, il y a l'époque de cassettes, les cassettes, qui sont... voilà. Et ce que j'ai compris, dans ce contexte, les Kurdes, le texte caché, mais aussi vivaient dans les coulisses. N'étaient pas sur la scène, donc n'ont pas mis sur la scène leur culture, mais reproduisaient leur culture. Pas seulement protéger, mais reproduisaient leur culture dans les coulisses. Et je pense que vous savez bien, après la Première Guerre mondiale, les Alliés ont décidé de diviser, comme ils faisaient en Afrique, partout, les Kurdes en 4. Donc les cousins sont restés en Iran, les neveux sont restés en Irak, les tantes sont restées en Syrie, les oncles sont restés en Turquie. Mais quand j'étais là, j'ai très bien compris que ces frontières n'existaient pas vraiment dans les têtes des Kurdes. Comme c'était une zone rurale, il y avait une circulation énorme. Déjà, moi, je me souviens qu'on boit toujours une thé quand j'étais à Istanbul. On dit c'est le thé de contrebande. Mais on n'utilise pas, tout le monde l'utilise. Les gens de gauche, c'est le thé de contrebande. Et le tabac de contrebande. Parce que les Kurdes amenaient, parce que c'était pas quelque chose anormal pour eux. Ils allaient voir le neveu, ils amenaient, donc il y avait des liens familiaux. Voilà. Et j'ai compris que la structuration des relations sociales, les relations se structurent. Les relations, quand ça continue grâce aux liens familiaux, d'autres, peut-être ça peut être aussi commerce, mais quand ça continue, c'est créer des structurations. L'effectif qui est important, il faut continuer. Quand ça continue, c'est créer une structure plus importante que les structures politiques. Donc il y a un autre territoire qui existe, territoire relationnel, que les Kurdes ont gardé. Mais pour comprendre, il faut vraiment faire une immersion, faire un travail qualitatif, observer, parler, suivre, etc. Et donc moi, j'avais compris ça. J'avais compris que les Kurdes ont gardé leur culture dans leur... pas une culture seulement, une histoire politique. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires de rébellions et de massacres. Les premières années de la République turque, des massacres contre 50 000, 60 000, 100 000 pour les Kurdes. Donc beaucoup. Et donc il y avait des rébellions. Et ces rébellions, on ne parlait jamais dans les livres, jamais. Mais ces troubadours et d'autres personnes parlaient de ça. Donc j'ai compris que cette existence ethnique aussi était une existence très politique et très anti-répression, tout ça, et ça créait une culture toute seule. Et quand l'organisation politique il est arrivée, donc c'est là que c'est dans les recherches que j'ai compris ça, parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des personnes qui ont des liens avec l'organisation politique, des liens différents. Ça peut être la mère, ça peut être... voilà, il a ouvert sa maison, de différents types de personnes. Et j'ai vu que donc le fait que cette organisation a pu résister au régime turc en utilisant d'autres ressources transfrontalières, d'abord en Palestine, après dans d'autres espaces, etc. Et comme ils ont continué à résister, et surtout à l'époque, il y avait les résistances dans les prisons. Et les prisons kurdes étaient plus répressives que les prisons turques. Aujourd'hui, l'État turc accepte, c'est ce que je veux vous dire, c'est vraiment reconnu.
on les faisait manger de la merde. Mais la merde avec la force. Et donc c'était à ce point-là. Et il y avait beaucoup de résistance dans ces prisons. Il y avait des immolations, je ne sais pas, des grèves de faim qui ont continué, etc. Et les Kurdes, avec la continuité de cette résistance différente, ce n'est pas dans les coulisses maintenant, mais une résistance collective, revendiquée, et qui ne s'arrête pas, qui continue. Et là, ça commençait, comme dit aussi Goffman, une résistance sur la Seine. Cette organisation a permis aux Kurdes de monter sur la Seine. Donc les coulisses n'étaient pas vidées directement, mais elles ont monté sur la Seine. Et j'ai compris une chose, que l'expérience de l'action collective, comme partout, mais là, dépasse les revendications, dépasse tout. Tu tiens la main de quelqu'un, tu regardes, les regards se croisent, il y a une émotion qu'on partage, tu dis moi je vis, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de, je ne sais pas comment vous dire, il y a une transformation très importante qui se fait. Et sur cette scène, il y avait les Sereldan, le lever de la tête. Et là, je notais, je montais beaucoup sur les toits parce qu'il y avait beaucoup de toits qui sont plats. Et moi, j'aimais bien aller, quand je dormais chez des gens, je montais et j'écrivais là-bas. Et je disais que comme si les Kurdes ont sorti leurs coffres, ils ont mis tous les bijoux partout, tous les trésors, ils ont monté sur la scène. Et donc, donc je viens vers la fin de mon analyse, ce qui m'a intrigué aussi, c'était il y avait une violence très très forte. Parce qu'elles ont monté sur la scène, elles étaient toutes les tuées. Vous imaginez un peu plus, de façon plus frappante en Iran, mais les gens montent et on les tue. Et les villages sont brûlés, tout le monde... et tous les quartiers, tous les villages que j'allais l'année dernière, l'année prochaine j'y vais, il n'y a plus. Donc je vois tout ça et j'ai commencé à écrire en tant que Turc. Mais est-ce que c'est bien le fait qu'ils ont monté sur le champ, ils ont vidé les coulisses, maintenant la résistance va finir? Comment ça se fait? Est-ce que c'est bien parce que l'État turc maintenant connaît tout, parce que tout le monde met tout sur la scène et on détruit la scène? Et là, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'expérience collective change beaucoup de choses. Là, ils avaient créé aussi des partis politiques, beaucoup d'associations légales, etc. Il y avait une femme qui s'appelait Leila Zana. Donc 91, donc elle était élue. Et c'était une femme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des femmes kurdes, on montre toujours des femmes avec les kalachnikovs, avec les armes, les belles femmes jeunes, etc. Mais il y a beaucoup d'autres figures dans ce mouvement kurde, des femmes qui ne sont pas juste avec... c'est un mouvement vraiment très populaire. Et cette femme, par exemple, qui est devenue députée, elle avait 3 enfants, elle n'avait pas fait des études, mais elle est devenue quand même députée. Et elle a mis un bandeau de 3 couleurs, vert, jaune et rouge. C'est le symbole des Kurdes. Et il a lu le serment en kurde. Et ça, vous imaginez, tous les députés étaient dehors, on les a jetés dehors, et ça créait, et elles ont resté 8 ans en prison, donc tous ces députés. Mais, une des Kurdes m'ont dit, tu sais, Pınar, le génie est sorti de la bouteille. Il n'y a plus de retour en arrière. Parce que, une autre personne m'a dit, parce que on a gagné notre dignité. La dignité, parce qu'il y avait beaucoup de, humiliation aussi, beaucoup d'histoires d'humiliation. On a gardé maintenant on a notre dignité. Et là, j'ai créé une autre chose, j'ai observé avec d'autres questions ces mouvements, et j'ai compris qu'il y avait une sorte de théâtre forum sur la scène,
il y avait des spectateurs. Donc l'organisation n'était pas la seule dynamique de ce mouvement. Il y avait une multiplicité de dynamiques et il y avait beaucoup d'acteurs. Et l'État turc disait toujours que je vais écraser il parlait toujours, on va écraser la tête du serpent. L'État turc, c'était une phrase qu'on répétait beaucoup. Et moi, j'écrivais, mais chez les Kurdes, le serpent est très important. Comme il vient de Yézidi, il vient de Yézidi, et donc les Yézidis sont, c'est une croyance païenne, donc le soleil, le feu est très important. Elle m'avait dit qu'elle devrait partir, donc c'est pas... donc, les serpents étaient très importants, pardon. Et j'ai dit, mais il n'y a pas une seule serpent. C'est une danse à 1000 têtes, 1000 serpents. Lequel tête qu'ils vont écraser. Voilà, c'est que j'ai écrit à cette période. Donc, j'étais en train de continuer mes analyses. Quand ils sont venus, ils ont cassé la table. Voilà. Alors, tu as répondu à plein de questions que j'allais te poser après, mais c'est pas grave. Juste que je voudrais revenir sur la zone, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle la zone Pays des trésors. Tu as déjà parlé de ce qui était le trésor, à ton avis. Mais est-ce que tu peux un peu plus nous définir ce que c'est que cette zone? Parce que c'est une zone avec un Z majuscule. Oui. Et c'est pas n'importe quel endroit, c'est aussi... Tu vas lire qu'il y a une petite partie? Non, parce que la partie que je voulais lire, tu l'as dite, donc c'est pas la peine. Mais je voudrais bien que tu reparles de ça, parce que, en fait, quand on n'est pas turc et qu'on n'est pas au courant de tous les détails de cette histoire du Kurdistan, en fait, on a du mal à réaliser ce que ça représente. C'est extrêmement grand, comme tu as dit, c'est coupé en 4. Mais rien que la partie turque, c'est 10 millions de personnes. Plus, 25 millions. Ouais, enfin, à l'époque, c'était peut-être... Maintenant, c'est peut-être plus. Et du coup, c'est quand même assez étonnant de voir que cette zone a pu vivre presque en autarcie par rapport à la Turquie, tout en étant soumis à une répression très forte. Alors, quand les étudiantes kurdes, ils parlaient du Kurdistan, elles disaient zone, bölge en turc. Ils disaient, on va aller à la zone. Hein, la zone. J'ai dit, mais après, quand j'ai dit que je vais aller là-bas, ils m'ont dit, tu vas aller à la zone. J'ai dit, mais la zone, c'est quoi la zone? Est-ce que c'est la zone de guerre? Pourquoi vous dites la zone? Une de mes copines m'a dit, c'est la zone des combines. Et ça, j'ai pensé, donc je n'ai jamais oublié durant mes recherches, mais après j'ai compris pourquoi elle m'a dit ça. Mais vous avez compris aussi, parce que je vous ai donné des... Ouais. Alors, je voudrais... J'ai parlé très... Mais c'est très bien, c'est très bien, bravo. Non, mais en fait, tu avais répondu largement avant, mais je voulais que tu parles de cette histoire de zone des combines, donc c'est parfait. Je voulais vous lire un passage sur... l'histoire un peu plus ancienne de comment cette résistance de bas niveau, si on peut dire, mais très ancrée dans la population, a commencé. Et je vais vous lire un petit passage où tu parles justement des Dengbej. Je sais pas bien Dengbej, oui. Les récits politiques racontaient surtout la période charnière du passage brutal d'un empire cosmopolite à un État-nation monolithique. Une mémoire imprégnée des déplacements forcés, des taxations, de l'interdiction de leur langue, de la modification des patronymes, sur un territoire devenu le cimetière de sa population chrétienne. Le pouvoir turc n'a cessé de mettre en place des politiques pour assimiler et turquifier les communautés islamisées, telles que les Arabes, les Bosniaques, les Pomaks, les Tcherkesses, les Géorgiens et les Daguestanais, fragilisés par l'altérité de la migration. L'assimilation s'avérait plus difficile concernant les Kurdes, dont la population dépassait à l'époque 10 millions d'individus, qui possédaient une longue expérience d'autonomie dans la région. Une répression particulièrement sévère leur a été imposée. Donc, si je comprends bien, comme tu dis, le pouvoir turc voulait unifier et plein de minorités étaient discriminées. Mais la différence avec les Kurdes, c'est qu'ils étaient beaucoup plus nombreux, moins mélangés partout en Turquie, plus dans la zone.
et qu'ils avaient pris cette habitude dès les années 20 ou peut-être même avant de résister à la turquification, si on peut dire, ou de résister même dans l'Empire ottoman. Oui, parce que quand il s'agissait, quand les jeunes Turcs ont décidé de construire l'État-nation turc, ils devraient construire la nation aussi. Donc il fallait construire une nation. Et ils ont décidé, donc c'était une décision vraiment intelligible, voilà, ils ont décidé en discutant, et ils ont décidé d'exterminer les non-musulmans. Et l'islam était le fil conducteur de la construction de la nation. Et donc ils ont dit que donc, ils ont le génocide des Arméniens, les massacres contre les Grecs, et parce qu'à l'époque de l'Ottoman, tous les musulmans étaient obligés d'aller à la guerre. Tous les musulmans étaient obligés d'aller à la guerre, tout le monde. Et les guerres, l'Empire ottoman gagnait sa vie avec les guerres. Donc c'était comme ça. Et les guerres continuaient très très longtemps. Et comme tous les musulmans, arabes, kurdes, turcs, etc., allaient à la guerre, il n'y avait que les communautés qui avaient une petite liberté à l'Empire ottoman, les Grecs et les Arméniens, surtout un peu de Juifs, vivaient, n'avaient pas le droit de toucher à l'épée. Donc, n'avaient pas le droit de toucher aux armes. Donc, ils ne s'étaient pas recrutés. Donc, ils s'occupaient de manufactures, des commerces, je sais pas, de l'artisanat, de tout. Et donc, avec leur extermination, élimination et confiscation de leurs biens, ils ont créé une bourgeoisie turque par le haut et ils ont accueilli toutes les communautés islamisées de Balkans, de Caucase, etc. Où ces communautés étaient en train de venir aussi à la fin du 19e siècle, aussi petit à petit, mais c'est des exilés. Ils ont dû quitter leur pays. Les Kurdes, en comparaison avec les autres communautés, n'étaient pas exilés. Et quand ils étaient exilés, par exemple, moi, une partie de moi, ça vient de Haut-Caucasie, de côté de mon père, et ils les ont distribués. Ils n'ont pas voulu mettre dans le même endroit. Donc, ils avaient vraiment une politique de séparation. Et donc, voilà. Mais les Kurdes n'avaient pas ça. Et aussi, ils avaient des structures des relations sociales depuis longtemps et ils avaient, ils avaient des ressources transfrontalières depuis longtemps. Voilà, ils n'ont pas pu se débarrasser des Kurdes. Alors, on en vient à ce que tu disais tout à l'heure, que la naissance et l'organisation du mouvement du PKK, il s'est appuyé sur une tradition ancienne de résistance, mais aussi... attends, il faut que je retrouve le passage que je voulais lire. Je voudrais vous lire un extrait du manifeste du PKK, qui considérait à l'époque que la révolution turque pourrait venir du Kurdistan, qui était conçue comme la colonie de la colonie. C'est une époque, c'est 1978, donc c'est après les années 60 où il y a eu tous les mouvements décoloniaux dans le monde entier, et ils étaient imprégnés de cette idéologie-là, d'une idéologie de gauche, marxiste et décoloniale. Et du coup, ils étaient persuadés que la révolution, la décolonisation viendrait du Kurdistan, qui est considéré comme la colonie de la colonie. Et dans ce petit extrait, c'est dit comme ça. Depuis des siècles, le peuple du Kurdistan a mené un combat de libération contre la domination étrangère et ses collaborateurs locaux. Aujourd'hui, la situation est mûre pour transformer ce combat en une guerre de libération nationale et pour la combiner avec la lutte des classes. Le PKK est fondé. C'est la nouvelle organisation du prolétariat du Kurdistan. C'est quand ils avaient dit ça en 78, oui. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi parce que vu de France, on a toujours entendu parler de cette guerre comme une guerre contre le terrorisme. Or en fait, on se rend compte que ce mouvement, il est né non seulement sur des bases fortes que tu viens de décrire sur les structures sociales de la zone et des relations transfrontalières, mais aussi que toute une partie des gens, comme Öcalan, se sont formés idéologiquement, politiquement, dans la gauche turque.
Et ensuite, ils ont quitté la gauche turque pour aller se battre pour leur pays, en fait. Oui, alors moi, c'est que je me suis posé beaucoup de questions parce qu'il y avait avant d'autres organisations turques qui essayaient de mobiliser le Kurdistan. Ils n'avaient pas pu réussir. Et quand ces jeunes, ils ont quitté le... Mais ils ne vivaient pas au Kurdistan, ces gens-là. Il y avait quelques femmes et quelques garçons. Et ils vivaient à Ankara, Istanbul, donc ils étaient en Turquie. Et ils étaient formés par les universités turques et par les gauches turques. Et moi, je ne comprenais pas comment c'était possible quand ils ont quitté cette organisation en disant que vous ne parlez pas de nous. Qu'est-ce qui s'est passé comment ils ont vraiment sorti vraiment de cette tradition de gauche turque et comment ils se sont comment on dit articulés, s'articuler, insérés dans les résistances qui existaient. Alors moi, j'ai parlé avec beaucoup de militants kurdes de PKK, pas faire sur la sociologie de PKK, mais pour comprendre leur participation. Et ce qu'ils m'ont dit, elles m'ont dit, c'était plutôt quand on est rentré dans la zone. Et là, la population nous a appris beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Donc, c'était une école de rentrer chez eux. Donc, leur famille, etc., etc. Parce qu'ils avaient grandi là-bas. Ils parlaient kurde aussi. Ils étaient turquisés un peu. Mais quand ils ont rentré, ils ont retrouvé toutes ces ressources. Et ils ont réfléchi. Ils ont, je pense, réuni les différentes ressources. Voilà. Mais j'ai pas fait une sociologie de PKK. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as cherché les racines avant et comment ils ont pu s'appuyer sur ce substrat qui existait avant eux. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu encore d'autre Je saute des choses parce qu'elle a déjà répondu à plein de choses. Notamment, je voulais te faire parler de la place des femmes qui est vraiment intéressante, mais tu l'as déjà fait. Je peux dire que cette organisation, cette action collective avait rendu visible les conflits sociaux qui existaient, mais qui étaient refoulés dans le système tribal. Et quand il y avait une action collective, les conflits de classe se sont émergés, beaucoup de conflits de classe et conflits de sexe. Et là, c'était vraiment... et l'organisation, le PKK, il a été dans le côté pour renforcer les femmes. Et donc, il n'a pas refoulé ces conflits pour devenir un peuple, nous, etc., mais pour changer les choses. Donc, voilà. Oui, mais c'était pas seulement un mouvement décolonial, c'était un mouvement... on dirait aujourd'hui intersectionnel, c'est-à-dire que non seulement ils voulaient se libérer du joug de l'État turc, mais aussi changer des choses en profondeur dans la société, changer la place des femmes. Et tu dis à un moment que l'État turc a bien voulu téléguider des organisations religieuses violentes pour revenir à la coercition des femmes patriarcale et tribale. Parce que dans les cités, il y a du bon et il y a du moins bon aussi. Donc c'est ça qui était intéressant. Donc là, je vais passer directement à la seconde partie, où tu parles de comment tu as eu besoin de mettre de la distance avant de publier ta recherche. Je vais vous lire un petit passage. Fin juin 1998. Il faut que je m'éloigne un peu, que j'élargisse mes pistes d'analyse. Peut-être laisserai-je mijoter la pensée avant de retourner sur le terrain. Pour l'instant, tout est encore trop brûlant. Il faut que ça refroidisse. J'ai besoin de réfléchir sur ma propre expérience. Ensuite, j'essaierai d'objectiver tout cet apprentissage. J'ai besoin de silence. Un sentiment de soif. Plus que ça, une lourdeur pèse sur mon cerveau et je ressens le profond besoin de l'apaiser. Silence. J'organise mon retrait. Et juste après, c'est la seconde partie qui s'appelle « Depuis le gouffre ». Tout
Tout est sur la grande table, mes premières analyses, mes notes, mes interprétations, mes nouvelles questions. La table s'est cassée. La table s'est cassée, je suis tombée par terre avec les matériaux de ma recherche. Je me suis retrouvée comme un de ces matériaux. C'est difficile d'écrire la suite. Ce livre ne peut porter tout ce qui s'est passé après. Comment résumer alors ? Je vais essayer, suivez-moi. Et ça, c'est vraiment très particulier dans ton livre, cette façon que tu as de t'adresser aux lecteurs et aux lectrices de temps en temps. Ça nous emporte vraiment, ça nous met dans ce que tu veux nous dire, ça nous rapproche de toi. Je trouve ça très très fort et très émouvant. Merci. Et donc c'est la deuxième partie qui commence avec ton arrestation, juste avant que tu te mettes en retrait justement, où tu prépares ton départ, mais tu en as déjà parlé, tu as dit que tu avais manqué de... que tu n'avais pas fait assez attention et que tu t'en voulais un quelque peu. Tu as déjà parlé aussi de ton sentiment de culpabilité ou responsabilité vis-à-vis des personnes que tu avais interviewées. Pour finir, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, je voulais revenir sur ce que tu dis à la fin, quand tu décides de faire sortir cette recherche, de la montrer, de la mettre au jour, de la publier, aussi par respect vis-à-vis des gens que tu as interrogés pour que ça n'ait pas servi à rien. J'aime bien comment tu le formules, c'est pour ça que j'avais envie de le lire. C'est assez dynamique, je trouve. Ça suffit de défendre ma recherche. Je veux la sauver. Ce livre en est la première tentative. Ma recherche était devenue un trésor, mais les Kurdes ne cachaient plus leur trésor. De multiples facteurs ont convergé vers la disparition de ma recherche, kidnappée et dépossédée. Mais c'est moi qui la possédais. En résistant et en continuant à résister et à signer, en poursuivant mes activités scientifiques sans me priver de certains sujets, je l'ai nourrie. Enfin, un beau jour, elle a bougé dans mon ventre. Elle était toujours vivante. Un petit coup de pied. Vous ne pouvez pas imaginer la respiration qui a traversé mon corps. Je me suis ainsi retrouvée devant le puits de ma mémoire. Ça boucle un peu ce que tu disais au début sur le mais je trouve ça très très beau. Et tu parles aussi, tu cites Primo Levi ou Germaine Tillon qui ont aussi écrit après avoir pris du temps entre le moment de ce qu'ils ont vécu, qui était très douloureux, et l'écriture. Ils se sont donné du temps pour que ça, je ne sais pas, que ça mûrisse, que ça repose en eux. Et voilà. Et du coup, si on veut terminer par ta dernière phrase, tes dernières phrases. La danse à 1000 têtes continue. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai pleuré. C'est la recherche imprimée en moi qui a pleuré. Mon étude enracinée jusque dans mes cellules a embrassé le tourment de toutes ces personnes qui pleurent en dansant. C'est ma responsabilité, mon désir. Le pouvoir turc a tout fait pour m'épuiser. Je sais qu'il va continuer. Mais l'eau a coulé et a trouvé son chemin. C'est impossible de l'arrêter, c'est trop tard. Ma recherche est sortie du puits. Elle n'y entrera plus. On ne peut pas remettre le génie dans la bouteille. La bouteille est cassée. On peut prolonger par des questions si vous en avez. Donc ce souvenir, c'est entre 95 et 98. Oui. Pas plus. Non. 98, c'est juillet. Et la prison L'arrestation, ça nourrit aussi la recherche, non. Même en prison, je raconte que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas pensé. Je n'ai pas parlé avec les prisonniers de mes expériences de recherche. Mais tu as appris. Pardon ? Tu as appris des choses en prison aussi, non ? Après, j'ai appris toujours parce que je fais des choses avec les Kurdes, j'ai continué. Je ne suis pas éloignée des Kurdes. Mais juste, je n'ai pas parlé ni aux Kurdes ni aux autres de ma recherche. Mais après, quand j'ai commencé à écrire et à peu près terminer, il n'y avait pas ce processus par rapport aux Kurdes. Donc d'abord, après, il y a eu un processus de négociation avec l'État turc qui a commencé. C'était vers la fin de mon livre. Et ceux qui ont vécu en Syrie, ce n'était pas encore fait. Et quand le livre il était en train de sortir, le lancement à Paris,
Et donc tout s'est arrivé. Et moi, je me suis dit, est-ce que ça a eu sens de le publier maintenant? Et je publie un livre qu'il y a 20, je ne sais pas combien d'années. Après, j'ai oublié de vous dire que ce que j'ai fait, la première chose, quand j'ai fini le livre, j'ai trouvé une traductrice kurde. La traduction kurde va finir dans 3-4 jours. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit que je finis. J'ai envoyé à une amie et il va regarder tout ça. Donc mon but c'était de son traduction en kurde. Et Vous l'envoyez là-bas. oui. Et deuxièmement, il y a d'autres amis qui ont lu avant la publication qui m'ont dit que c'est la même chose pour moi. Si je n'avais pas souvenu tout ça, je serais un peu plus pessimiste par rapport au mouvement kurde d'aujourd'hui. La dissolution de PKK, toutes les choses qui s'est passées là-bas en Syrie, etc. Mais comme je me souviens là maintenant, la structure sociale, à un moment donné, je dis dans le livre que comment ça se fait, tout le monde part. Et tout le monde devient la diaspora, des centaines de milliers de personnes. Et après, je me déplace à Berlin, je me déplace à Paris, je me déplace à Istanbul, à Izmir, plein d'endroits. Je reste chez les Kurdes et je vois qu'ils sont en train de construire une télévision, ils sont en train de dire... Après, il y a une autre personne qui me dit, tu sais, les Dengbej étaient vieux. Les Dengbej, les troubadours étaient vieux. Et on ne pouvait pas vivre toujours très longtemps avec la technologie, tout ça, dans les coulisses. C'était pas possible. Donc, j'ai vu qu'il y a d'autres scènes multiples et nomades qui sont en train de se construire. Et donc, moi, vraiment, maintenant, je suis plus... comment dire, plus rassurée ou moins pessimiste. Et il y a beaucoup d'amis kurdes. Donc, quand on avait fait la rencontre dans d'autres... On a commencé à d'autres villes qui m'ont fait des retours comme ça. Et c'est quelque chose, je n'ai rien à apprendre aux Kurdes, parce que les Kurdes le savent déjà. Moi, mon but, c'était plus montrer à tout le monde. Mais quand même, c'est bien de se souvenir cette ressource qui existe, comment l'action collective nous a transformés. Voilà. Je pense que c'est toujours bien, dans les temps de guerre, il y a des urgences et il faut les faire. Il faut les faire, c'est vraiment urgence. Mais en même temps, il faut continuer à réfléchir, à analyser, parce que c'est ça qu'ils veulent arrêter. Voilà. Toutes les pierres du passé peuvent... Voilà. Et la réparation, c'est quelquefois plus difficile. Je ne sais pas comment... je veux vous dire, j'ai participé à une colloque il n'y a pas longtemps. Il y avait des femmes espagnoles qui ont essayé de créer des archives des femmes, des écrivains qui étaient invisibles. Et elles nous ont raconté longtemps comment ils ont fait l'archive, etc. C'était un peu ennuyant. Et c'était après moi j'avais parlé comme ça, et tout le monde a commencé à s'ennuyer. Parce qu'elle parlait des choses un peu techniques. Et moi, j'ai pris la parole, j'ai dit que c'est toujours ça. Quand tu répares, c'est plus... Quand tu contestes, c'est plus émouvant. Mais réparer, ça demande du travail. Et voilà, j'ai dit qu'il faut toujours continuer à réparer, même dans le contexte de guerre. Voilà. Voilà. Alors, oui. En fait, au début de ton livre, tu parles de la douleur que tu éprouves d'avoir oublié ces événements. Est-ce que c'est un sentiment de trahison à l'égard du peuple kurde? Parce qu'avec tout ce que tu as fait après et tout le travail que tu fais, est-ce que cet oubli, comment dire, il n'est pas déjà réparé par tout le reste du travail que tu fais depuis toutes ces années? Je n'ai pas senti le sentiment de trahison, parce que comme je suis très active aussi, je n'étais pas senti, mais une sorte de responsabilité plutôt. Mais je sentais que aussi, je pense que moi, je ne suis pas... cette expérience m'a montré une façon très forte qu'il n'y a pas chercheur et les recherches. Il n'y a pas chercheur, la recherche, le terrain. On est tout imbriqués. Et nous faisons partie de ça. Et quand moi, je l'ai vécu physiquement,
grâce à la torture, et à la torture que je suis devenue ma recherche et j'ai commencé à à comprendre mieux beaucoup de choses. J'ai relu Donna Haraway, j'ai lu d'autres philosophes antidualistes pour comprendre ce que je suis en train de vivre. Et après, j'ai décidé, quand j'ai fini le livre, juste après, j'ai décidé de discuter avec mes collègues. Donc j'ai soutenu une habilitation dirigée la recherche il y a 3 semaines. Et j'ai mis ce livre avant sa publication. Donc j'ai mis ce livre et j'ai voulu que je discute avec tout le monde. Et tous mes pairs, tous mes collègues discutent sur cette expérience-là. Et j'avais besoin de ça et j'ai fait très bien. Je suis très contente de l'avoir fait. Parce que moi je m'en fous des titres, mais juste je voulais vraiment utiliser cette opportunité pour avoir les réflexions collectives des autres collègues. Et moi, comment dire, quand j'avais fini ça, je saignais un peu. Et quand j'ai fait ce travail de retour aux travaux, analyser cette expérience, donc ça, c'est pas encore publié, c'est un autre travail, mais c'est fini. Et j'ai senti des bombes partout. Donc, analyse, ça m'a permis de me réparer mieux. Voilà. C'est une pierre qui a bouché un trou de l'histoire, Oui. quelque part. Ça a Oui. complété quelque chose qui n'avait pas été dit. Oui. Et le fait de l'avoir vécu et de le dire, ça bouche un trou, et pour l'histoire, et pour soi aussi, pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu lire, parce qu'il vient de sortir le livre, je crois que vous n'avez pas lu. Vous avez lu? J'ai lu. Ma réflexion, c'est que je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que c'est un peu la matrice d'une... Enfin, il y a une forme dans ce bouquin qui serait la matrice d'une sociologie en action, avec un regard subjectif, personnel, mais il y a un dialogue avec la recherche pure et l'expérience personnelle. Donc, c'est pas Netflix, mais c'est quoi maintenant le prochain épisode? Parce que si c'est ça le début de faire vivre la recherche, c'est quoi la suite? Alors, la suite, je ne sais pas, parce que moi, j'ai beaucoup d'engagements, multiples engagements, donc ça ne va changer rien dans mes engagements. Mais ce que je veux, c'est très nouveau, cette expérience, nouvelle. C'est très nouvelle, cette expérience. J'ai envie de... donc, j'ai fait cette habilitation avec mes collègues, mais là même, j'ai senti que c'était pas mûr. Je ne sais pas, c'était bien, mais c'était pas mûr. Donc j'ai envie de faire une pause par rapport à cette expérience, 1 année, et de continuer à discuter avec d'autres personnes qui l'ont lu comme vous, comme toi. Et peut-être dans 1 an ou 2 ans, je vais écrire quelque chose, peut-être un article, je ne sais pas, mais comme une méthodologie. Donc, peut-être je vais discuter mieux avec Germaine Tillon, avec d'autres personnes, par rapport à mon propre analyse. Mais je suis assez émue pour l'instant pour pouvoir analyser cette expérience. Je ne sais pas comment vous dire. Mais dans mon dossier donc ce que j'ai écrit, que je vais travailler là-dessus, j'ai écrit, donc c'est ma théorie que j'ai sortie, parce qu'il fallait sortir une théorie aussi dans l'habilitation, épistémologie des seuils, sociologie nomade. Et donc je propose une autre sociologie de va-et-vient. Donc il y a ça comme piste à réfléchir, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Voilà. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, je n'ai pas lu le livre encore, mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est la place du corps. Oui. Et la manière dont tu décris les douleurs au début et les émotions que ça a libérées et tout ça. Ouais, tu as cité plusieurs théoriciens, philosophes, etc. Mais je pense qu'il y a aussi de ce côté-là, il y a une piste à creuser aussi. Tout à fait. J'ai l'impression.
Tout à fait, même quand c'est la première fois, quand Mario était en train de lire ma première paragraphe du livre, ce n'est pas une expérience corporelle. Mais j'ai dit si. Là, dans le train, j'ai pas touché ce que j'ai écrit dans le train. C'était au début. Mais maintenant, s'il y a une autre publication du livre, je pense que je vais changer ça. C'était très corporel. Même, je peux vous dire que j'ai senti aussi, je parle plus en détail, l'émotion collective. Il y avait des moments d'émotion collective que j'ai suivis. Il y avait, je ne sais pas comment vous dire, comme une ébullition, comme une... j'ai oublié le mot français, mais il y avait des trucs. Et moi, je disais que je ne peux pas, je ne suis pas légitime pour définir cette émotion. Parce que je ne peux pas faire la psychologue, je ne peux pas dire qu'ils ont ça. Parce que les définitions, l'expression des émotions, ça peut être diverse, etc., etc. Mais j'ai senti l'expression, l'émotion. Et avec les recherches, cette émotion est entrée dans moi. Et quand il y avait le processus de paix qui a commencé, j'étais à la fac et je savais qu'à 2 heures, ils allaient lire ça devant une population. Et moi, j'ai confondu, j'étais assez dans le désarroi. Donc, j'ai dit aux étudiants, moi, je dois partir et on fait un cours, on fait après le cours. Est-ce que vous avez le temps? Ils m'ont dit oui. Donc, mais c'était pas juste l'heure. Donc, je suis arrivée à la maison, voilà. Mais après, je regarde, j'ouvre l'Internet et je vois le député kurde, vieux monsieur, Ahmet Turk, et qui lit la proposition de Öcalan en kurde, et je vois dans les écrans des milliers de personnes qui sont là, qui attendent. Et il y a des personnes qui pleurent. C'est parce que c'est la première fois qu'on entend un député qui parle kurde devant tout le monde. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à pleurer. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à pleurer. Mais j'ai pensé que c'est les recherches qui est dans moi à pleurer. Voilà, il y avait cette... donc il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas explorées. Et peut-être un jour je vais faire une autre recherche là-dessus, je ne sais pas. Mais pour l'instant je ne veux pas décider. Je veux bien, comment dire, j'ai fini un travail qui m'a demandé beaucoup d'efforts. Et maintenant je veux bien discuter avec beaucoup de monde, plus possible. Avec les retours, peut-être il peut y avoir d'autres choses. Oui. 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 Non, c'est oui. Est-ce que les gens qui ont été interviewés ont eu des représailles ou vous avez caché leur nom, enfin, qu'ils ont pas, la police n'a pas pu les trouver? Non, j'ai résisté, j'ai pas écrit le nom déjà, et aucune personne n'a été touchée. Ouais. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont pu lire? Quelques pages. Oui. Une question peut-être pas justement directe sur le livre, mais sur l'explication de ce que tu avais dit, la relation entre les peuples kurdes, les Yazidis et le serpent. Je viens d'Irak justement et j'ai vécu toute ma vie en Irak, 29 ans, jusqu'à le moment que je suis parti. Et j'ai peut-être un autre narratif, un autre vécu, mais j'aimerais bien que tu développes juste un petit peu sur le serpent des Yazidis et son connexion avec les Turcs. Merci. Donc la première fois quand j'étais au Kurdistan, la première fois que j'ai rencontré un Dengbej, donc un troubadour, il racontait, c'était 5e jour, c'est la fin d'une mythologie kurde, mais aussi perse, mais les Kurdes aussi longs, Shahmaran. Donc Shahmaran, c'est une demi-femme, demi-serpent. Et c'est une extraordinaire
conte, donc je ne vais pas vous raconter, mais elle connaît tous les secrets de la nature. C'est une guérisseuse et les êtres humains veulent la tuer parce que si on la tue, si on boit son bouillon, toute sa force va passer. Voilà. Et il y a toute une grande histoire, mais il y a beaucoup de choses. Et à la fin, Jean Marin est tué et sa connaissance passe à une autre personne. Donc c'est à un homme. Et moi, après, et c'est une histoire qui dure très longtemps, donc c'est 5 nuits, ça dure. Et il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup d'histoires de trahison dans ce conte. Et très politique aussi. Et après, quand je commence à aller chez les Kurdes, qui sont islamisés, et je vois partout des chars marins. Partout, mais ou sur un kilim, ou sur le... Mais partout. Et même, il y avait des périodes, une fois, j'ai dit, ah, char marin, un vieux, ben, crie, ne crie pas. Les Alpins n'ont pas encore appris qu'on a tué char marin. Vous voyez? Donc, il y avait il y a multiplicité de récits qui circulent de façon assez incroyable. Donc, je peux dire ça. Mais aussi, je peux parler parce que l'organisation politique kurde c'est bien s'appuyer, le PKK c'est bien s'appuyer sur les symboles kurdes, le feu. Alors, par rapport aux Yézidis, c'est vraiment, le Daesh veut les tuer parce qu'ils disent que le diable et le Dieu, c'est dialectique. C'est pas ça, mais ce qu'il apprend, ce qu'il comprend, et donc c'est une... Mais dans tous ces croyances païennes, il y a le feu, le soleil, est très importante. Donc chez les Kurdes en Turquie, tout le temps, a pris au soleil, le matin. Et le feu, c'est très important. Et il faut sauter le feu, etc. Même quand dans les périodes de résistance secrète, et les jours de Névrose 21 mars, donc c'est une expérience, c'était interdit Névrose, et ils mettent le feu, et ça veut dire que voilà, parce que dans l'histoire des Kurdes, parce que Névrose c'est beaucoup pour les peuples mésopotamiens, mais les Kurdes l'ont politisé. Mais depuis très longtemps, c'est pas avec le PKK. Il y a une figure qui s'appelle Kava, une figure qui s'appelle Dehak. Dehak, c'est le, comment on dit, méchant pouvoir, un roi, je sais pas, qui mange tous les matins les cerveaux des jeunes. Et donc, etc., le peuple ne peut rien faire. Et un jour, Kava, un fourgonnier, forgeron, il va tuer le Dehak et il monte dans la montagne et il met les feux. Et ça veut dire que Névrose, c'est le jour de libération. Voilà. C'est pour cela les Kurdes, c'est comme le 1er mai des Kurdes, mais depuis toujours. Donc, et ils mettent toutes leurs couleurs, elles dansent et elles chantent. Voilà, c'est ça qui est important. Maintenant, Névrose, bientôt. Donc, je ne sais pas s'il y aura Névrose. Vous pouvez y aller. Moi, je pense que cette danse à 1000 têtes continue de façon différente. Et les organisations changent. Et quelquefois, vous créez une organisation. Après, on n'a plus besoin de cette organisation. Et voilà, c'est... Voilà. Merci beaucoup, Penal. Merci à vous. Juste, oui. Ce bouquin il tombe à point nommé parce que le 2 avril, il y a la 6e audience du 5e procès de Pinar qui a lieu à Istanbul. Et donc, c'est pas mal qu'il y ait pas mal de bruit qui soit fait autour de ce bouquin et qu'il y ait cette tournée parce que ça augmente quand même la visibilité et du coup un peu la pression sur l'État turc. On ne sait pas ce que ça va donner ce procès bien évidemment, mais on vous invite à peut-être aller sur le site pinarselect.fr où il y a la coordination des comités de solidarité avec Pinar qui mettent toutes les informations
Parce que suivant comment ça se passe, soit on fera la fête, soit il y aura besoin d'une réaction et de solidarité. Je vais dire quelque chose. En général, le jour de procès, je suis toujours dans une autre ville pour ne pas fatiguer mes comités, etc. Et pour montrer à l'État turc que je suis très forte, je suis partout, etc. Cette fois-ci, je vais être à Paris, à la Ligue de droits de l'homme. Donc, et donc, mes solidaires seront là. Mais la veille, j'ai décidé de faire quelque chose. Parce que ce que je veux, par rapport à ce procès, que c'est toujours le système juridico-politique qui prend la parole. Report du procès, acquittement, je ne sais pas, il parle toujours de la même chose. Maintenant, c'est la sociologie qui va prendre la parole. Donc, tous mes avocats ne sont pas si d'accord avec ça, mais c'est fait. Et la veille du procès, donc à Paris, il y a une péniche qui s'appelle Péniche Anaco. Je vous dis, pas pour inviter parce que vous êtes là, mais si vous passez à Paris, si vous êtes dans ce temps-là, une péniche Anaco, des musiciens, c'est incroyable. C'est deux Arméniennes qui tiennent, mais c'est incroyable le lieu, qui est aussi un lieu de jam entre les différentes musiques et Amérique latine, ou je sais pas, c'est incroyable. Donc, c'est à disposition. Je vais faire la fête là-bas. On m'a que dansé et chanté avant le procès. Et on m'a dit qu'on m'a fêté la naissance, renaissance du livre. Donc, ce serait aussi ma position contre ce procès qui dure maintenant, c'est à peu près 28 ans. Voilà. On va lever la tête. Ah oui, j'ai levé la tête. Elle va aller à Istanbul. Oui, je suis déjà allée Elle 3 va fois. aller au procès. Ouais. Ouais. Et c'est la quatrième. Bien C'est sûr, la tu quatrième. ne peux pas y aller. Oui. Donc on y va pour la soutenir et la représenter. déjà allée, non? Oui, ça fera la quatrième fois. Oui, c'est ça. Ça me semblait bien. Mais je lâcherai pas. Hein. Comme tous les autres du comité, on lâche pas.